après sa disparition. On a connu Senghor sous l'aspect bien culturel, sous l'aspect bien politique. On aimerait bien échanger avec vous sur ces aspects, mais sur l'autre aspect qu'on ne connaissait pas de Senghor, son aspect géopolitique, par exemple, le Senghor manager, entre autres. Absolument. Oui. Que retenez-vous sur ces deux aspects de Senghor? Tout à fait. Mais bien avant, j'aurais préféré dire déjà 20 ans déjà que Senghor est sous terre, mais 20 ans seulement que Senghor est sous terre. Vous savez, sur Léopold Sédar Senghor, on connaissait la facette du poète, on se connaissait aussi la facette... Il était surnommé Léo le poète. Très bien, on connaissait aussi la facette de l'intellectuel intégral. Absolument. On connaissait aussi la facette de l'homme de culture, mais aussi un homme politique. Il y a deux dimensions cachées chez Léopold Sédar Senghor, dont je voudrais partager avec vous et vos téléspectateurs et auditeurs des grilles d'analyse. Il y a ce Senghor-là qu'on pourrait qualifier le géopoliticien. S'il y a encore un sens au mot qu'on appelle multidimensionnel, ça s'y est bien avec Léopold Sédar Senghor, parce que Léopold Sédar Senghor peut devenir un champ d'étude pour l'homme de lettres, tant qu'il a écrit beaucoup de choses sur la littérature et la poésie. Léopold Sédar Senghor aussi peut être un champ d'étude pour ceux qui font sciences politiques, parce qu'aussi il a été chef d'État, dit-on même le père fondateur de la République du Sénégal. Mais l'enseignant-chercheur que je suis en géopolitique, Senghor devient un champ d'étude pour moi. Et Senghor aussi devient un champ d'étude pour tous ceux qui font dans ce qu'on appelle le management et dans sa dimension qu'on appelle la ressource humaine. Et en quoi est-il un champ d'étude pour tout ce beau monde? Vous savez, Senghor disait au siècle dernier déjà qu'il invitait les Africains de faire preuve d'enracinement et d'ouverture. Enracinement et ouverture parce que tout simplement le monde du siècle dernier était un monde dont la conflictualité diffuse était autour de ce qu'on appelle la guerre idéologique, la guerre culturelle. Et si nous sommes dans un contexte où les enjeux du monde à l'époque étaient des enjeux d'ordre culturel, idéologique, il fallait bien s'enraciner dans ses propres valeurs pour s'ouvrir aussi au monde. Mais on est passé d'un monde où les rapports de conflictualité diffuse ne sont pas seulement qu'idéologiques et culturels, mais c'est devenu économico-financier. C'est pour ça que si nous voulons faire une relecture de Senghor dans une perspective d'interculturalité ou d'intertextualité, si vous voulez, on aurait pu dire que l'enracinement et ouverture de Senghor devient un enracinement et un enrichissement parce que nous sommes aussi dans ce qu'on appelle la globalisation économique et financière. Ça veut dire qu'avant l'heure... Enrichissement par rapport à quoi? Par rapport à n'importe ressources, aux immenses ressources que le continent africain détient. Vous savez, l'Afrique a été longtemps perçue comme le plus grand perdant de ce qu'on appelle la globalisation économique. Quand Senghor, déjà avec sa théorie de la civilisation de l'universel, préfigurait déjà ce qui est aujourd'hui la globalisation, la mondialisation, dont le docteur Mohamed Lamine Sagna disait que c'est à la fois une totalité et un morcellement. Vous savez, l'Afrique a été... non seulement l'Afrique a donné à la civilisation mondiale, à l'humanité sa première grande civilisation, mais cette Afrique-là, à travers l'agriculture et l'élevage, mais cette Afrique-là avait longtemps disparu des radars de la géopolitique, de la géoéconomie. Et si nous voulons revenir en puissance dans un contexte où l'axe de gravité économique est en train de passer de l'Asie vers l'Afrique, si nous voulons aussi imprimer la marche du monde pour ne plus devenir une Afrique, seulement une Afrique des enjeux, l'enjeu des autres, mais aussi une Afrique acteur de la globalisation. Si nous voulons aussi conforter la nouvelle géographie de l'économie mondiale que nous sommes en train d'écrire, mais aussi la nouvelle grammaire des relations internationales, il nous faudrait relire Senghor. Mais relire Senghor dans une perspective... Cela veut dire que les pensées de Senghor et même ses écrits sont d'actualité. Tout à fait. Et aujourd'hui, comprendre Senghor et relire Senghor, c'est de ne plus
accepter de s'offrir à la globalisation, mais c'est de s'ouvrir à la mondialisation. Parce que Senghor nous invitait déjà à la civilisation de l'universel, au banquet de l'universel. Mais venir dans le banquet de l'universel, il faut savoir qu'on n'y vient pas pour être un enjeu ou l'enjeu des autres, mais on y vient aussi pour devenir son propre acteur. Et le phénomène d'enracinement et d'enrichissement pourrait nous permettre de mieux profiter de nos immondrables ressources naturelles que nous avons sur le continent. Ce qui veut dire que Senghor avait projeté dans le temps. Très bien. Non seulement avait projeté ce que nous vivons aujourd'hui, ce qu'on appelle la globalisation, mais il nous avait donné aussi les outils, les bonnes cartes que nous devrions amener sur la table du banquet de l'universel si nous voulons sortir notre épingle du jeu. Il ne s'agit pas seulement de s'offrir à la globalisation, mais il faudra s'ouvrir à la globalisation. Et sur l'aspect de manager, sur l'aspect on peut retenir une chose. Senghor disait un propos qui était assez polémique à son temps. Senghor disait déjà en 1939, il l'a repris aussi dans les années 60, à partir dans son livre Liberté 1, Senghor disait que l'émotion est nègre comme la raison est hélène. Souvent les gens disent l'émotion est nègre et la raison. Ça avait créé un tollé. Déjà, du point de vue conceptuel, il faut corriger. Voilà, du point de vue conceptuel, il faudrait corriger d'abord. C'était pas et, c'était comme. Et la donne change. Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, il y a une école dans ce qu'on appelle le management des ressources humaines, une école qui est en vogue, qu'on appelle l'école de l'intelligence émotionnelle. Et si on se réfère à Senghor, qui disait que l'émotion est nègre, comme la raison est hélène, cela ne veut pas dire que le nègre ne pense pas, loin s'en faut. Cela veut dire tout simplement, et ça s'est vérifié aujourd'hui, c'est la qualité managériale la plus recherchée, ça veut dire l'intelligence émotionnelle. Senghor voulait simplement dire par là que pour avoir une connaissance immédiate et directe de soi-même et du monde, le nègre n'utilise pas seulement que sa raison, encore que sa raison, la raison du point de vue occidental était une raison discursive, mais Senghor propose une raison intuitive. Ça veut dire qu'il y a certaines vérités, il y a certaines réalités. Pour les appréhender, il faut aller au-delà de la raison, il faut passer par l'émotion, parce que tant qu'il est vrai que le cœur aussi a ses raisons, que la raison. Est-ce que vous n'êtes pas en train de défendre un Senghor quand même qui à travers cette assertion, l'émotion est nègre, la raison est hélène, a eu quand même à recevoir beaucoup de piques de la part des intellectuels africains. Tout à fait. Cheikh Anta Diop l'avait critiqué, Maître Abdoulaye l'avait critiqué. Mais d'ailleurs, Senghor a tellement raison sur nous que si le processus d'intégration du continent africain a connu du retard, c'est parce que nous l'avons appréhendé avec la raison. Et tout le monde sait que la raison, elle est dans des logiques d'exclusion, elle est dans des logiques d'accaparement. Et peut-être que c'est le lieu de travailler pour l'intégration africaine en privilégiant ce qu'on appelle les émotions, ce que j'appelle les cœurs, parce qu'il nous a semblé à la lecture de Senghor qu'aujourd'hui, dans un contexte de globalisation, la meilleure manière d'accéder au bien, c'est de passer un lien. Et qui dit passer un lien, c'est aussi passer par les émotions. En tout cas, ce serait mais c'est comme aujourd'hui les jeunes, à travers les réseaux sociaux, quand on voit les jeunes réagir, ils ne considèrent pas Senghor comme le président de la République du Sénégal, même s'il a été élu plusieurs fois. Ils parlent toujours de Mamadou Dia. Ils pensaient que Senghor était plutôt un aliéné au service de la France et de la métropole. Au contraire, vous savez, bon, il est un peu dans la nature humaine aussi de glorifier les héros. C'est vrai que Senghor, à un certain moment, et ça, il en est ainsi de la vie de tous les hommes, de toutes les nations. Souvent, chez l'homme, il y a du meilleur, il y a du moins bon, il y a du bon, il y a quand même y avoir du pur. Senghor, il faudrait peut-être, pour mieux comprendre le legs,
revenir sur le contexte historique où il était président de la République. Et je pense que souvent, c'est vraiment une fausse presse que nous faisons de Senghor, parce que déjà, le contexte était un contexte extrêmement difficile, parce que n'oublions pas que c'était un contexte de bipolarisation du monde. Deuxièmement aussi, si nous avons jusqu'ici ce modèle de vivre ensemble, qui est l'un des défis les plus recherchés dans ce monde de globalisation, nous le devons aussi à Léopold Sédar Senghor. Si nous avons la République, la chose de tous aussi, nous le devons à Léopold Sédar Senghor. C'est vrai que sur le plan économique, il y a des choses à dire et à redire. Mais il faut se replacer dans le contexte historique. Vous savez, quand les pays africains ont accédé aux indépendances, il y avait des choix économiques à faire. Des pays comme la Côte d'Ivoire avaient choisi de bâtir leur modèle économique sur la base de l'agriculture. Quand le Sénégal avait... Le Sénégal également. Le Sénégal, oui, mais davantage sur l'industrie. Si Mamadou Dia était très orienté vers l'agriculture, le secteur primaire, Senghor estimait que c'était le secteur secondaire qui devait porter la croissance ou le développement économique, quand Mamadou Dia pensait le contraire. Mais dans l'intervalle... Est-ce qu'il ne devait pas écouter Mamadou Dia plutôt? Non, en réalité, il a toujours écouté Mamadou Dia. En réalité, toutes les politiques que Senghor a déroulées, c'était des visions de Mamadou Dia. En réalité, Senghor a appliqué les politiques de Mamadou Dia, mais il s'est arrivé un moment où le Sénégal avait emprunté énormément d'argent auprès des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et les FMI. Et cet argent-là, on l'avait indexé sur une bonne pluviométrie. Et donc, on avait semé les graines, mais malheureusement, à partir des années 70, 73, 74, 75 jusqu'à 76, ce qu'on appelle la grande sécheresse des années 70, où Senghor même écrivait un livre, on n'avait jamais vu une telle sécheresse. Et c'est ça qui a déréglé un tout petit peu la trajectoire historique que le Sénégal a pris, je vous avoue. Justement, est-ce que Senghor n'a pas abandonné le pays en plein naufrage? Parce que quand même, quand on relie le projet politique ou économique de Senghor, plutôt économique, il a laissé entre les mains du Diouf un pays qui était pratiquement à terre, économiquement parlant. Économiquement à terre, oui, mais potentiellement relevé. Et d'ailleurs, quand Senghor quittait le Sénégal, le poste de président de la République, il avait déjà découvert du pétrole que le président Macky Sall est en train d'exploiter. C'est Senghor qui a été le premier à découvrir ce pétrole. Maintenant, à un certain moment, il s'est dit que lui, il a fait son temps. Et que le monde qui vient, c'est le monde de la génération qu'il a eu à former, les Moustapha Niasse, Abdou Diouf, etc. Et que lui, il est un peu dépassé, si vous voulez, par les enjeux de ce monde-là, parce qu'il avait vu venir ce qu'on appelle la globalisation. Donc, il a laissé certes une situation économique plus ou moins morose, mais il a laissé aussi un potentiel extrêmement important du point de vue des ressources minières comme du point de vue des ressources minérales. Et Senghor aussi, il faut comprendre aussi que Senghor était un leader, Senghor était un stratège. Si Senghor disait qu'en 1960, que Dakar en l'an 2000 sera comme Paris, Senghor avait raison, c'est nous qui avons tort. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans l'approche d'un penseur, d'être dans les plans opérationnels. Ce sont ses collaborateurs qui devaient maintenant capter cette idée-là pour le traduire en acte de management, pour dire que pour que Dakar puisse devenir en 2000 comme Paris, voilà ce qu'il faudrait faire année après année, année après année. Parce que ces gens de Senghor, ce ne sont pas eux qui vont aller pour matérialiser. C'est-à-dire que Senghor a été un peu en avance sur son temps, qui fait qu'en tant que manager aussi, quelque part, il n'a pas su avoir une équipe qui pouvait capter sa pensée pour le réaliser en acte, mais véritablement, Senghor a raison de dire que de se projeter. Et c'est ça où ça devient ce qu'on appelle l'écriture et la planification. Senghor avait émis une idée, maintenant c'est à nous de l'écrire et de le renseigner pour en faire un plan, comme on en a fait avec le plan Sénégal émergent, où il y a une visibilité. Mais on sait justement, on est resté en l'état, en répétant sans pour autant le traduire en planification. Et au plan politique, est-ce que Senghor aujourd'hui n'avait pas régné comme un autocrate? On a vu ce qu'il a fait à Mamadou Dia, à Omar Blondin Diop. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne voulait pas la cohabitation, quelque chose comme ça? Vous savez, pour les gens de ma génération et les gens beaucoup plus âgés que moi, nous n'avons pas la même lecture avec les jeunes
de Mamadou Dia. Vous savez, pour la petite histoire, Mamadou Dia aussi fut un très grand homme, un très grand panafricain. Mais revenant sur la situation au Sénégal, si Senghor a pu faire tout ce qu'il a fait de mauvais, c'est aussi en grande partie à cause de Mamadou Dia, parce que du temps de Léopold Sédar Senghor, on avait ce qu'on appelle la gauche sénégalaise avec les Majmout qui était vraiment un contrepoids politique envers Senghor, qui fait que Senghor ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait. Maintenant, c'est Mamadou Dia qui Senghor aussi était de la gauche. Bon, les gauchistes vont l'appeler de la droite. Mais si Senghor a pu avoir après les mains libres, c'est aussi quelque part parce que Mamadou Dia a exterminé quelque part aussi la gauche sénégalaise. Et je vous rappelle les événements de Saint-Louis en 58-59, c'est pratiquement Mamadou Dia qui a poussé à l'exil un certain Mahmoud Diop. C'est aussi Mamadou Dia qui a disloqué ce qu'on appelle les partis de gauche. À telle enseigne que quand Mamadou Dia a eu ses problèmes avec Senghor, il n'avait plus personne pour le défendre. Et s'il y avait la gauche à l'époque, peut-être que Senghor n'aurait pas fait de Mamadou Dia comme il l'a fait. Ça veut dire que pour la gauche sénégalaise, Mamadou Dia serait plus ou moins un bourreau. Maintenant, pour la droite, Mamadou Dia... Donc, mais globalement, c'est notre histoire commune. C'est dommage que Mamadou Dia et Senghor étaient dans une logique de complémentarité. L'un était dans l'intelligence émotionnelle, Senghor. Mamadou Dia était dans l'intelligence rationnelle. Et on a besoin de ces deux intelligences pour faire le Sénégal. Dommage que les périspéties de la vie politique ont fait que pratiquement Senghor a régné plus d'une vingtaine d'années sans Mamadou Dia. Et ce n'était pas aussi évident que s'il y avait Mamadou Dia, entre Mamadou Dia et Senghor, c'était l'un ou l'autre. Et ce n'était pas évident que si c'est Mamadou Dia qui était encore président, qu'on aurait pu avoir les mêmes résultats meilleurs que les résultats de Senghor. Mais l'histoire retiendra de ces deux hommes-là comme des illustres fils du Sénégal. Et je pense qu'il y a encore dans l'intervalle les possibilités de mettre en œuvre ces pensées, aussi bien de Mamadou Dia que de Senghor, qui à mon avis reste d'actualité. Justement, au plan culturel quand même, que retenir de Léopold Sédar Senghor? On peut retenir beaucoup de choses. Le secteur des arts et de la culture sous Léopold Sédar Senghor, Senghor avait compris que non seulement le secteur des arts et de la culture était un secteur extrêmement important pour faire vivre l'émotion, pour accéder à des vérités. Mais Senghor aussi avait cette notion de voir du secteur des arts et de la culture comme un secteur de profitabilité économique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à son époque, le secteur des cultures était les secteurs les plus dynamiques. Même si, à l'époque, jusqu'à présent, on n'a pas encore cette capacité de calculer l'apport du secteur des arts et de la culture dans la création dans notre PIB. C'est dommage, on n'a pas pu le faire, mais sous Senghor, les arts et la culture avaient une double dimension. C'était une dimension esthétique, mais aussi une dimension éminemment économique, qui fait que... Il était le protecteur des arts et de la culture. Il faut dire que c'est à partir de l'avènement des plans d'ajustement structurel, à partir de 1980, avec Abdou Diouf, qu'on appelait à l'époque Ndiol Mbaka. Et qui fait que... Et pourquoi on appelait Senghor Zeng pour... vous savez, à un certain moment... Je l'ai mis sous toute rêve, Zeng. Tout à fait, Zeng. Tout à fait, parce que Senghor, à son temps, surtout avec les étudiants, surtout avec les contestataires, Senghor avait été très dur sur l'homme, à telle enseigne que les gens n'osaient même pas prononcer son nom. Donc on disait Zeng, voilà, comme un mot codé, parce que qu'ils étaient dans la clandestinité. Dans la clandestinité. Les années 60, 70 jusqu'à 80 ont été des années très difficiles, du point de vue de la liberté d'expression, de la liberté de manifestation. Pratiquement, on avait un parti unique, même si Senghor disait que c'est un parti unifié. Mais il faut dire que nous avons eu, durant Senghor, un secteur des arts et de la culture qui était très dynamique.
qui remplissait deux fonctions. Maintenant, c'est à l'avènement de ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel que le premier poste budgétaire à couper a été le poste des arts et de la culture. Et d'ailleurs, c'est ça qui a tué et fait perdre beaucoup de nos artistes et créateurs, parce que longtemps, ils n'avaient connu que l'accompagnement de l'État. Voilà, du jour au lendemain, où on leur demande, en plus d'être artiste, d'être entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand vous voyez un artiste comme Kalidou Kassé, qui a su durer dans son art à travers le temps, c'est parce que quelque part, il n'était pas seulement artiste, mais c'était un entrepreneur dans l'âme. Ce qui fait que tous les artistes-là qui avaient un talent inné, mais qui n'avaient pas ces prédispositions entrepreneuriales, se sont un peu perdus dans le temps au profit des artistes qui avaient cette audace. Et je rappelle juste un exemple, Kalidou Kassé, par exemple, artiste plasticien, c'est lui, le Sénégalais, qui a créé pour la première fois une galerie d'art privée. Nous sommes déjà en 1993 déjà. Donc, mais on constate depuis un certain nombre d'années le retour en force du secteur des arts et de la culture, même s'il faut décrier que c'est très informel encore. Il n'y a ni de marché des arts, ni des industries culturelles, mais je pense que dans l'espace, il y a de la possibilité de... Mais quand on entend aujourd'hui le président Macky Sall se réclamer être parmi les fils spirituels de Senghor, en quoi aujourd'hui Macky Sall devait-il épouser les pensées, la pensée senghorienne? D'abord, deux précisions. S'il y a au Sénégal une personne qui est l'héritier ou l'héritière de l'œuvre et même de la personnalité de Senghor, aussi bien dans la méthode, dans l'organisation, dans le verbe, mais aussi dans la posture, c'est bien Moustapha Niasse. C'est Moustapha Niasse qui est le digne héritier de Senghor dans sa pensée stratégique, dans son organisation, dans sa méthode, même aussi dans son port altier. Senghor comme on Sanchez, Moustapha Niasse aussi comme on Sanchez. Mais le président Macky Sall, s'il veut bénéficier de l'enseignement de Senghor, comme il va gérer la présidence de l'Union africaine, c'est qu'il comprenne que l'une des meilleures manières de réussir l'intégration africaine, c'est de ne pas mettre en avant la rationalité, la raison, mais c'est de mettre en avant l'émotion. Et c'est par les portes de l'émotion que nous voulons, que nous pourrons, c'est-à-dire réintégrer les arts et de la culture dans l'élange pour pouvoir... Parce que Senghor disait que la culture était au début et à la fin. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la logique de la conquête du bien, dans un contexte de globalisation. Et la meilleure manière de conquérir le bien, c'est de tisser le lien. Et les arts et la culture nous donnent un prétexte excellent pour aller conquérir le lien. Parce que définitivement, la meilleure manière de... Mais vous le dites au moment où tout le monde dit que la culture est quasiment devenue orpheline avec Macky Sall. Elle n'est pas très orpheline avec Macky Sall, mais j'allais dire un peu désorganisée seulement. Parce que le Sénégal, les pays africains sont des pays éminemment culturels, éminemment artistiques. Même ça, sur ce point-là, il faudrait distinguer deux choses aussi. La culture en tant que philosophie, idéologie, mais aussi la culture en tant qu'expression de cette philosophie. Cette culture-là, en tant que dimension, ça, reste et demeure pratiquement intact de plus en plus. Elle s'affirme même. Maintenant, ce sont les expressions culturelles où il se pose problème. Et si ça pose problème, ce n'est pas du niveau de la créativité ou de l'innovation, mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore un marché organisé comme les autres continents l'ont. En tout cas, si aujourd'hui le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, souhaiterait aller beaucoup plus loin que Paul Kagame dans le processus de la ZLECAf, par exemple, la zone de libre-échange, l'intégration africaine, il va falloir qu'il comprenne que mettre en avant la rationalité, c'est être dans des logiques de compétition, d'exclusion, alors que mettre en avant les logiques d'émotion, d'art et de culture, c'est être dans des logiques de solidarité et de partage. Alors aujourd'hui, pour terminer, est-ce que Senghor aurait été content de ce qui arrive aujourd'hui au Parti socialiste? Bon, vous savez, les partis politiques, c'est aussi comme ce sont des corps sociaux. Un parti politique, c'est comme un corps humain quelque part. Il naît, il titube,
il grandit, se solidifie, après c'est la vieillesse. Les partis politiques, c'est comme un produit marketing. Arrivé à un certain niveau, il faut un produit de rappel. Est-ce que le moment venu, le Parti socialiste a pu faire dégager l'ancien produit pour en mettre en place un produit de rappel? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, ce qu'il explique un peu, c'est qu'à un certain moment, il y a des ratages. Si vous les connaissez dans votre perspective trajectoire historique, ça ne fait que créer des désordres. À mon avis, il a fallu un moment où il fallait complètement changer de génération pour porter les enjeux du moment ou du l'heure. Et c'est ça qui a un peu tué. Et c'est ça même qui est en train de tuer même le PDS, hein, quelque part. Parce qu'à chaque époque, ces enjeux, ces difficultés. Et d'ailleurs, Frantz Fanon disait, à chaque génération se voit une mission. C'est à elle de l'assumer ou à elle aussi de la trahir. Très bien, merci. Sereti. Merci à vous aussi. Je vous rappelle que vous êtes le président du think tank Africa Worldwide. Africa, c'est tellement compliqué. Africa Worldwide, ça veut dire quoi déjà, ce think tank? Non, c'est l'Afrique à travers le monde. Oui, qui évolue sur quoi? Sur les questions de géopolitique, sur les questions de l'Afrique face ou dans la globalisation économique. C'est-à-dire qu'on essaie de voir le monde à partir de l'Afrique, avec les yeux de l'Afrique. Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.